bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour également à vous. Merci de m'avoir invité. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet, parler de ce qui fait pratiquement l'actualité ces derniers mois. Vous l'avez suivi, cela fait des mois que le monde entier est plongé dans une crise sanitaire sans précédent et qui a fait des milliers et des milliers de morts. Comment avez-vous vécu cette situation inédite? Je la vis doublement. Je la vis sur un plan personnel et intérieur, et je la vis sur un plan extérieur s'agissant de l'environnement. Sur un plan personnel, que vous dire, c'est que quand la même question m'a été posée par des proches, je leur ai dit, moi déjà le télétravail, j'y suis depuis plusieurs années de par mes engagements publics sur les 5 continents. De par mon activité professionnelle en tant que chef d'entreprise avec 80% de ma clientèle qui se trouve à l'international, que le confinement, écoutez, moi, de retour de voyage à l'étranger, il faut bien que je travaille sur mes dossiers. Donc, je passe beaucoup de temps sur les dossiers et à la maison, puisque c'est le lieu où j'ai domicilié ma société. Et puis après, c'est aussi une gestion de travail, une coordination de soi. C'est comment on vit la chose, ça peut être aussi, et c'est aussi bénéfique. Il ne faut pas voir que des interrogations ou des points négatifs, il faut prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Sur un plan extérieur, je regarde tout ce remue-ménage de toutes les couches de la société, donc que ce soit la société civile, que ce soit le public et l'institutionnel, et forcé de constater que depuis plusieurs années, les choses n'ont pas changé. Fondamentalement, les choses n'ont pas changé de manière introspective, dans le sens où vous avez certaines catégories de population, de culture ou de société, d'organisation ou d'État qui n'ont toujours pas changé de prisme, de paradigme. Ils savaient que nous allions rentrer dans un nouveau monde. Ils savaient, pour certains, que ces choses pouvaient arriver, mais pas peut-être à ces niveaux-là, parce que c'est forcément inédit. Mais il y a toujours un manque d'anticipation. Certains réagissent que quand ils sont au pied du mur. Quand vous êtes au pied du mur, vous avez moins de marge de manœuvre, et en plus de cela, il vous en coûte beaucoup plus cher. Et vous êtes plus redevable. Et puis, au lieu d'être pragmatique et de changer sa façon de faire, je vous dirais que c'est juste de l'innovation, donc faire sur déjà de l'existant. À un moment donné, on ne peut pas rester sur de l'existant et sur les mêmes systèmes. Il faut complètement faire table rase, ce qui signifie gérer ses émotions, parce que c'est forcément difficile de dire « Ah, mais non, tel système ou telle chose a perduré depuis longtemps, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine, ça a bien marché. » Si je comprends bien, quelque part, vous imputez cette responsabilité aux politiques? Je n'impute pas aux politiques, parce que comme je l'ai dit, j'ai eu un regard sur toutes les couches de la société et la société civile inclus. Et comme je le disais, tout dépend du niveau de la société, parce qu'il y a aussi la société civile. La société civile, ce sont des communautés d'individus et des communautés parfois culturelles. Aujourd'hui, je vois que certaines sont un peu plus avant-gardistes qu'elles ne l'étaient déjà l'année dernière. L'année dernière, elles ne pouvaient pas se manifester de manière aussi rapide qu'elles le font aujourd'hui. Donc, ça n'est pas... Et quand vous me posez la question, si je dis que ce sont les politiques, politiques dans quel sens? Politique institutionnelle, nos politiques publiques, parce que si c'est dans ce sens-là, dans ce cas-là, il faudrait changer la politique générale. Il faudrait changer ces systèmes qui sont aujourd'hui désuets, à bout de souffle et en fin de cycle de vie. Parce que, comme on se le dit aussi depuis quelques mois, depuis que nous sommes rentrés à un niveau très dur du Covid-19, tout le monde est d'accord pour se dire que nous rentrons dans un nouveau monde et que demain ne sera plus comme aujourd'hui ou comme hier. D'accord, vous parlez de ce système qu'on doit changer, mais n'est-ce pas de l'utopie aujourd'hui de penser que ce système peut évoluer quelque part? De l'utopie peut émerger une idée, et d'une idée émerge un projet, et d'un projet
peut passer en phase de réalisation concrète et d'exploitation. L'utopie, tout dépend du niveau de l'idée que vous en avez, de comment vous l'organisez et comment vous l'implémentez de manière stratégique. Si effectivement vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas les ressources adéquates ou suffisantes, vous n'êtes pas une personne à forte pugnacité, oui, ça reste de l'utopie parce que quels que soient les efforts consentis et de bonne volonté que vous y mettrez, vous n'avancerez pas. Alors, le monde est aujourd'hui frappé de plein fouet par cette pandémie. Personne ne s'y attendait. Quel peut pour vous être l'impact économique? Alors, tout dépend comment c'est travaillé. Je vais encore peut-être faire une redite. Les impacts économiques, c'est que, s'agissant par exemple pour l'Afrique, c'est de transformer les dettes en investissements. Il y a quelques jours a été évoqué le cas des dettes où certains États, le président Macron en France a demandé une annulation. Le G20, G5 et le club et je ne sais plus quelle autre organisation a plutôt souhaité un moratoire. Le FMI, lui, a proposé un allègement. Mais madame, moratoire, allègement et annulation, dans le dictionnaire, les mots ne veulent pas dire la même chose. Et financièrement, non plus. Et vous mettez ça à un comptable, il aura du mal à écrire sa ligne analytique pour faire rapprocher ses chiffres. Parce que quand vous dites annulation, c'est qu'on efface tout, on efface l'ardoise. Quand vous dites moratoire, ça veut dire c'est la même chose que suspension. Et ben aujourd'hui, on te laisse souffler, et puis et puis à l'échéance, tout reprend. Ça veut dire que les dettes que vous avez contractées aujourd'hui ou chez d'autres continuent à courir et les taux d'intérêt pareil. Donc vous êtes encore plus asphyxié. Et quand on vous dit allègement, ça veut dire qu'on étale la dette. Et quelle est pour vous la bonne formule? Je ne vais pas vous dire quelle est la bonne formule parce que tout dépend aussi de l'endroit où l'on se place. Parce que, par exemple, quand vous me posez la question quelle est pour moi la bonne formule, je vous dirais que les États africains n'ont pas aujourd'hui fait un consensus, eu égard des articles de presse qui sont sortis dans des presses spécialisées financières, où aujourd'hui, par exemple, le président Macky Sall du Sénégal n'est pas d'accord avec le président Talon, parce que le président Macky Sall demande une annulation, et le côté béninois dit non, on veut plutôt un allègement, ou en tout cas, on veut payer notre dette, mais de manière différenciée. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle est la bonne formule, parce que pour parler de choses, il faut avoir les éléments, il faut faire une analyse. Et je ne suis pas aujourd'hui en responsabilité dans un gouvernement ou à l'Union africaine pour pouvoir me prononcer. J'ai moi mon idée, j'ai mes éléments, mais ils sont personnels. Finalement, est-ce que cette crise n'a pas été aussi quelque part révélateur des failles du capitalisme? Comme dit précédemment, nous arrivons à la fin d'un cycle. La vie est un cycle. Ça tourne et après, ça revient à zéro. Mais parfois, il faut faire une rupture et partir sur des choses complètement nouvelles, sortir de sa zone de confort, augmenter, être en capacité de pouvoir augmenter sa zone de risque. Et c'est aussi ce que l'on appelle changer de paradigme et mettre des nouveaux prismes. Parce que les systèmes que nous avons aujourd'hui, et aujourd'hui où nous parlons, nous fêtons la fête européenne du 9 mai, mais l'Union européenne est voulue par le président Robert Schuman et d'autres, date à 72 ans, je crois. Donc 72 ans que ça existe sur les mêmes fonds. Mais aujourd'hui, nous sommes à un nouveau siècle. 2020 est une nouvelle année, est une nouvelle décennie et aussi un nouveau siècle. Et aujourd'hui, nous sommes dans la digitalisation, nous sommes dans la rapidité. Ça ne correspond plus. Donc, vous ne pouvez pas tout le temps faire des avenants à des résolutions, je ne sais pas combien. Non, il faut à un moment donné, ces systèmes, ils ont été mis en place par rapport à un siècle, à une situation donnée, à un monde qui correspondait, mais aujourd'hui, ça ne correspond plus. Et c'est la raison pour laquelle
plus de la moitié de la planète est dans cette situation aujourd'hui. Alors, cette crise également, on s'attendait à une catastrophe en Afrique, mais finalement, le drame présagé n'est pas arrivé en Afrique. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des atouts qui existent ou c'est un miracle? Il n'y a pas de miracle. Et moi, j'ai jamais parlé de catastrophe. Je ne m'attendais pas du tout à une catastrophe. L'Afrique est un continent qu'on dit le continent de la débrouille. C'est ce qu'on dit dans notre langage communautaire. Mais si on est au niveau de l'Europe, par exemple, ou de l'Occident, on dit la résilience. Mais à partir de rien, ils font quelque chose. Sans la technologie, sans avoir été formés, sans être des hauts cadres, ils parviennent à des choses surprenantes. Il y a des choses qui sont utiles et qui sont au même niveau de service en tant que prestation et de résultat final attendu que ce qui se fait ici en Europe. Excusez-moi, mais qui s'attendait à une catastrophe en Afrique? Parce qu'en plus, selon où vous vous situez, dans quel continent vous vous situez, le langage n'est pas le même. Selon la communauté avec laquelle vous parlez, par exemple, moi, je vais vous parler, quand vous me dites qu'on s'attendait à des catastrophes, je dis que ça, c'est effectivement un langage qui est récurrent en Europe. À chaque fois qu'il y a une petite poussière, on dit toujours « Ah, ben c'est l'Afrique ne va pas bien, l'Afrique ne sait pas faire, c'est le talon d'Achille, elle n'a jamais compris, elle est toujours en retard. » Ah oui, mais est-ce que aussi c'est pas parce que l'Afrique n'a pas de système sanitaire assez solide, n'a pas assez de ressources financières aussi? L'Afrique n'a sans doute pas de système. Madame, chaque continent a sa spécificité. Chaque continent est unique. Le Covid-19, en Europe, je parle de la relation entre l'Europe, l'Afrique et là j'intègre l'Asie, qui en Europe est venu beaucoup aider et soutenir les Européens. En Asie, ce sont les Chinois. Et leur pharmacopée est une association médicamenteuse avec la MTC, la médecine traditionnelle chinoise. Et même l'État et toutes les autorités chinoises, les délégations étrangères, où qu'elles soient installées dans le monde, l'a dit. En Afrique, nous n'avons peut-être pas une pharmacopée, des pharmacies, des médicaments et des moyens sanitaires comme certains le voudraient, mais nous avons la MTA, la médecine traditionnelle africaine, que certains mettent au rang de l'indigénat, en disant c'est des trucs traditionnels, c'est des trucs de village. Oui, mais ces choses de village, madame, je suis désolée, c'est à partir des propriétés de ces plantes que l'on fabrique des médicaments. Exactement. Parce que la chimie n'existe pas toute seule, hein. Les molécules et tout, les propriétés viennent bien d'un produit, de quelque chose. Et c'est bien de ces plantes-là. Et justement, vous parlez de plantes, je vais glisser un peu pour parler aussi de l'artémisia, ce remède malgache qui a fait parler de lui. L'artémisia n'est pas un remède malgache. Mais c'est les malgaches qui l'ont exploité. Il existe principalement en Asie et aussi en Afrique. L'artémisia, la manière dont il est aujourd'hui polémiqué dans le Nord, vous allez dans le Sud, on ne vous comprendrait pas. Parce que c'est utilisé depuis la nuit des temps. Quel est le remède contre le paludisme? Avez-vous été interrogé l'Institut Pasteur et de savoir quelles sont les différentes molécules du génome avec lesquelles ils ont conçu les médicaments ou les vaccins, les antidotes contre le paludisme? Vous connaissez? Moi, je ne les connais pas. Et contre le paludisme, à part l'artémisia, il y a forcément d'autres plantes ou d'autres médicaments dont nous n'avons pas connaissance parce que nous ne sommes pas dans le domaine scientifique médical. Mais après, charge aujourd'hui, et l'OMS s'est prononcé là-dessus, de faire les tests pour valider. Parce que ça se passe aussi ainsi. Donc vous comprenez les réserves qui ont été émises par l'OMS?
Je comprends parce que c'est l'origine de cette organisation qui est née, qui a été créée depuis 1948. Elle est là pour faire des études. Elle ne crée pas les médicaments, elle ne crée pas les formules. On lui envoie les médicaments et vous avez des gens qui sont des laborantins, des scientifiques qui sont là pour étudier et dire qu'effectivement, si cette formulation est propice pour être mise sur le marché. Parce que si dans le cas contraire, ça a des effets néfastes, dévastateurs et parfois mortifères, on va s'en prendre à qui? On va s'en prendre à qui? On va s'en prendre peut-être à l'État malgache, parce que c'est aujourd'hui lui qui fait la promotion de son Covid organique, mais on va aussi s'en prendre à l'OMS en disant, vous êtes une organisation mondiale pour la santé, pourquoi n'avez-vous pas bougé, n'avez-vous rien fait? Donc, quelque part, les Malgaches sont prisonniers d'accords qui ont été signés, de conventions. Je ne serai pas affirmative sur la question que vous me posez, mais je dirais que par l'origine du fait que les médicaments ont tiré leurs propriétés de certaines plantes, de la biodiversité, dont surtout sur le continent Afrique, j'estime, à mon sens et à mon nom personnel, qu'on ne connaît même pas 10% de la biodiversité en Afrique, parce que si vous prenez rien que seulement la forêt des Grands Lacs, si vous prenez la forêt des Grands Lacs, et si vous allez du côté de l'Amazonie, parce qu'une partie de l'Amazonie, c'est des racines indigènes et donc aussi un mélange africain, vous ne pouvez pas recenser toutes les plantes, tout cela. Et donc, les médicaments que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas créer des molécules, que du chimique, que sur du chimique. Parce que nous sommes aussi à une ère de changement climatique où nos corps, nos déficiences immunitaires ne répondent plus à certains protocoles de médicaments. Et nous le savons. Parce que vous avez aujourd'hui des médicaments qui existent depuis extrêmement longtemps et qui, d'un patient à un autre, vous avez le génome, donc le squelette du médicament qui peut évoluer. Et c'est pour ça que l'on dit même, ah, mais par exemple pour le Covid-19, il y a certains patients qui ont développé une autre forme du Covid qui était complètement méconnue. Donc, si je comprends bien, vous encouragez bien sûr des solutions locales, mais tout en respectant aussi les règles. Mais tout à fait, nous sommes dans une mondialisation. Le monde a toujours fonctionné par des accords de coopération, par des partenariats bilatéraux, multilatéraux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde que l'on appelle capitaliste, mais que à l'origine, c'était sur le troc, des échanges de biens et de services, où il n'y avait pas de frontières jusqu'à la colonisation. Donc les gens allaient et venaient, les zones étaient délimitées par des communautés, mais elles n'étaient pas délimitées au niveau frontalier, au niveau comme ça l'est à notre époque et depuis le 19e siècle. Donc oui, mais parce que de toute manière, à un moment donné, il faut bien s'émanciper, il faut bien arriver à l'autonomie. Je ne veux pas dire que nous sommes indépendants parce que nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants, mais nous devons aussi être intradépendants au niveau du continent. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui au niveau des pays africains qui sont en train de dire, bon, ben, je privilégie d'aller demander à tel pays où il en est, comment il fait, et on essaye de s'entraider comme cela. Mais les autres continents font la même chose, madame. Ouais. Les Amériques font la même chose. L'Europe fait la même chose. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur communauté. En Europe, c'est l'Union européenne. Aux Amériques, c'est les États d'Amérique unie. Pas les États-Unis d'Amérique, mais les États d'Amérique unie, donc qui comprend l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Voilà, donc, en Afrique, c'est l'Union africaine qui ne bouge pas autant que l'Union européenne. Oui, l'Union africaine, vous savez, en Europe, on parle d'un continent et on cite très souvent une partie de ce continent,
qu'est-ce qui se trouve du côté est? L'Asie, qu'on appelle le soleil levant, et au niveau de l'Afrique, c'est l'Afrique anglophone, lusophone et germanophone, parce qu'on oublie qu'effectivement, du côté de l'Est, il n'y a pas que les anglophones. Au niveau de l'Europe, les pays qui sont régulièrement cités, moi par exemple qui suis en France, mais je ne veux pas la coller à ça, hein. Je ne veux pas lui donner cette connotation, mais la France se situe à l'ouest de l'Europe. Et excusez-moi, mais il y a une expression qui dit être à l'ouest. Mais ça n'est pas une connotation que je veux étiqueter sur la France. Quand on dit qu'on est à l'ouest, ça veut dire qu'on est parfois en retard de quelque chose. Donc, d'encourager, oui, d'être autonome, oui, et de toute manière, nous n'avons pas le choix, puisque l'Afrique est un continent émergent, puisque l'Afrique sera le continent qui aura une poussée démographique la plus importante, puisque l'Afrique est le continent qui aura le plus de locuteurs francophones, et la francophonie, aujourd'hui, c'est 87 États et gouvernements membres. Donc, si vous ne vous prenez pas en main, en demandant conseil à vos alliés historiques ou nouveaux, charge à vous de choisir comment vous mettrez la définition et la stratégie, qui va vous soutenir. Et on est mieux servi que par soi-même. Avec cette crise, finalement, la seule solution qui s'offrait aux États, c'était le confinement. Mais l'Afrique n'a pas pu franchir le pas. Pour vous, l'autonomie financière est un atout face à une telle situation? Qui dit autonomie financière dit autonomie de la personne, de l'individu. Dit moins de charges, moins de dépendance, et aussi une plus grande liberté des choix que l'on a à faire et des choix stratégiques. Parce que quand vous empruntez et quand vous demandez, vous êtes redevable. Alors, je ne vais pas parler de l'État, je vais parler d'un individu, prendre l'exemple sur un individu de la société. Si vous demandez de l'aide, mais que vous-même, vous n'avez pas fait l'effort d'aller chercher des idées, des solutions, d'avoir eu le courage de parler en public et d'avoir démontré l'idée que vous aviez ou le projet que vous aviez. Donc, vous allez demander, vous êtes sûr que la personne sera toujours disponible pour vous à tout moment, que les conditions de sa disponibilité de vous prêter, de vous guider seront toujours les mêmes, de vous mentorer ou d'être votre allié. Vous êtes sûr? Non, parce que les environnements changent. Votre environnement est en pleine mutation. La planète Terre tourne autour des planètes. Ça n'est jamais le même jour. On n'est jamais dans la même année. Donc aujourd'hui, une personne qui est votre allié, demain a des incongruités qui peuvent vous impacter ou elle est obligée de changer de stratégie ou de direction. Et vous faites comment si vous l'avez trop sollicité? Oh, et vous, quelle est votre plus-value? Quel est votre apport là-dedans? Et qu'est-ce que vous montrez comme modèle et qu'est-ce que vous laissez comme empreinte? Alors, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France peut-être de manière très nuancée accuse la Chine d'avoir propagé le virus et lui demande même de rendre des comptes. Comment vous voyez l'après-Covid-19? Le premier État qui est le plus accusateur, ce sont les États-Unis. Ça, ce sont des questions politiques extrêmement sensibles sur lesquelles je ne vais pas me prononcer. Oui, vous êtes une femme active dans plusieurs domaines, chef d'entreprise, femme politique, spécialiste de la francophonie. Quel est pour vous l'intérêt de toutes ces actions et comment vous arrivez à combiner tout ça? Quand j'ai lu le parcours, j'étais vraiment bluffée. Je suis une boulimique de la vie. Je suis une petite fille de paysan parce que mon grand-père venait d'un village, dans un village du Cameroun. Mes deux parents sont originaires du Cameroun, qu'on appelle l'Afrique en miniature.
parce que, pourquoi on appelle le Cameroun Afrique en miniature? Parce que c'est le seul des 54 pays de ce continent qui a tout sur son territoire. Je suis une fille du terrain, j'aime la vie, je la croque à pleines dents, et tout est une question d'organisation, et il en faut, parce que pour gérer quotidiennement 5 continents, il en faut. C'est que je suis très structurée dans ma tête, je sais ce que j'ai à faire. Ce qu'il y a, c'est que je dors peu, je dors très très peu, mais c'est mon métabolisme qui est comme ça depuis plusieurs années. Et j'ai compris que j'étais précurseur dans beaucoup de domaines. Ensuite, je suis une personne qui est sollicitée et je ne sais pas dire non quand il faut pouvoir aider. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la diaspora africaine? La diaspora africaine, elle avance, mais en tant qu'être humain, en tant qu'individu, et pas seulement spécifiquement en tant qu'Africain. Quand on veut quelque chose, on veut que ça aille assez rapidement, si ce n'est pas pour vous, immédiatement. D'accord. Et la notion du temps n'est pas la même selon certains. Mais comme l'Afrique est un continent, je crois que c'est le premier continent qui déborde d'adages, de proverbes et autres d'expressions, on dit toujours que la précipitation est mauvaise conseillère. Et même souvent, quand on parle de gastronomie, quand une maman prépare un plat, quand c'est un plat en sauce, on dit toujours que quand ça dort, le lendemain, c'est le meilleur. Ça, c'est la camerounaise. Voilà. Donc, on veut dire que oui. Il ne faut pas faire tout immédiatement. Souvent, à mon désarroi, je constate que quand il y a un fait négatif qui se produit, il y a toute une effusion d'émotions. L'Afrique a ça en elle, où elle est très émotionnelle. Elle est très émotionnelle, très subjective. La subjectivité doit être quelque chose qui est intérieur et qui doit rester dans votre foyer, dans votre maison. Mais dès l'instant où vous passez la porte de chez vous, vous rentrez dans l'espace public. Et dans l'espace public, c'est de l'objectivité. Donc, vous devez apprendre à gérer vos émotions et à ne pas aller par précipitation et surtout aller avec beaucoup de sang-froid. Alors, le confinement chez Myriel Mouelé, ça donne quoi exactement? Le confinement chez moi, c'est que, étant donné que c'est quelque chose qui nous a été un peu plus qu'imposé, voilà. Donc, ça m'a permis de me régénérer, parce que vivre un rythme aussi intense, c'est parfois chronophage et ça vous absorbe énormément d'énergie. Mais comme les gens me disent, et comme moi-même aussi, je n'ai jamais su leur répondre, quand ils me disent comment tu fais, j'ai dit je ne sais pas, parce que parfois, je ne tiens qu'à un fil de soie. Parfois, je tiens vraiment à un fil de soie et j'y vais toujours. Et mes enfants m'ont dit, mais c'est pas normal, parce que même quand tu dors, tu réfléchis. C'est toujours, mais bon, il y a des termes en psychologie sur les phénomènes comme moi. Donc, le confinement, c'est travailler tous les jours, parce que moi, j'adore travailler et je dis gloire au travail. Et ça vous a permis aussi de profiter de vos enfants, vu que vous voyagez beaucoup. Oui, oh là là, ils sont aux anges. Sauf que ils me prennent pour une personne qui est un peu plus âgée que mon ex-fille. J'ai un garçon c'est normal. Qui a la vingtaine. Et que comme il est plus grand que moi, parce que je fais à peine 1m60, oui. Et lui il fait 1m67, donc il prend souvent sa mère pour sa table de chevet, il dit « Oh, ben, ta tête, elle m'arrive à mon menton ». Donc ils sont en train de me taquiner, mais effectivement ils sont très contents d'avoir leur mère physiquement avec eux, en présentiel, et parce qu'ils me retrouvent toujours au même endroit. J'imagine qu'il y a beaucoup de projets qui vous attendent après. Les projets, il y en a beaucoup, parce que puisque nous rentrons dans un nouveau monde, donc il y a tout à bâtir, et qu'il y a de la place pour tout le monde, on peut être sur le même secteur d'activité, avoir les mêmes compétences, avoir le même niveau d'expérience, mais le faire de manière différenciée. Tout est une question de plan stratégique, d'accord cadre,
et des moyens que l'on a à sa disposition. Myriel Mouelé, merci. Ça a été un plaisir pour moi, un privilège de vous interviewer. Plaisir partagé, je vous remercie.